Voilà, sur ce plateau, j'ai à mes côtés Hugues Hector Zogo. Il est journaliste et analyste politique, et également Roland Laurent Tonéikès. Il est également journaliste et analyste politique. Bonjour à vous, chers collègues et confrères. Bonjour Carole Laye, bonjour Hugues Hector Zogo, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bonjour Roland, bonjour Carole, Bonjour. Également à nos amis téléspectateurs, bonjour à tous les autres internautes qui sont en train de nous suivre en direct. Voilà, c'est presque tous les journaux qui en ont débattu ce matin. Il s'agit du discours du chef de l'État vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Hugues Hector Zogo, le Béninois libéré, titre ce matin « Profession de foi au profit du développement du Bénin ». Patrice Talon, l'inarrêtable. C'est quand j'ai lu le titre du Béninois libéré, j'ai essayé de sourire tout de suite parce que quand il parle de profession de foi, je me suis posé la question de savoir si nous nous retrouvons dans une démarche républicaine, soit. Alors c'est effectif, le chef de l'État a présenté son 9e discours sur l'État de la nation à l'Assemblée nationale de notre pays vendredi dernier, puisque depuis 2016, il s'est retrouvé à la tête de notre pays. Et c'est l'article 72 de notre loi fondamentale qui lui fait obligation donc de pouvoir chaque année se retrouver devant la représentation nationale pour présenter ce discours sur l'état de la nation. Quand on s'intéresse un peu à ce que le chef de l'État a pu nous laisser entendre comme contenu de son discours, il y a inéluctablement un aspect qui retient l'attention de tous les Béninois. Il s'agit de la tonalité qui a été utilisée, l'expression vive, surtout en fin de discours, où on a vu un chef d'État qui au départ avait vraiment l'air décontracté, qui était tout souriant, qui essayait de faire partager, je vais dire, un message avec son peuple, sans pour autant se mettre dans la posture du chef, mais qui, dans les 2 ou 3 dernières minutes, est redevenu pratiquement un autre personnage. À la limite, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui a pu pousser le chef de l'État à se retrouver dans cette nouvelle posture-là? Il a utilisé des mots assez forts, déjà finis, avec une certaine exclamation. Et quand vous suivez la manière avec laquelle le chef de l'État le dit, vous sentez qu'il y a une sorte de haine, un sentiment de haine qui l'anime, un sentiment de pouvoir effectivement mettre fin à un comportement ou peut-être à un certain nombre de faits. C'est-à-dire que vous sentez tout de suite le chef de l'État fâché. Et vous posez la question de savoir, mais pourquoi le chef de l'État se fâche? Il se retrouve en face quand même de la représentation nationale qui n'est rien d'autre que, je vais dire, une partie du peuple qui a reçu mandat de répondre au nom de tous les concitoyens béninois. Cette posture du chef de l'État, j'avoue que ça continue de me faire réfléchir. Maintenant, quand le Béninois libéré titre que Patrice Talon, l'inarrêtable, je me dis oui, ils ont sans doute raison. Patrice Talon, on se retrouve aujourd'hui dans la posture de quelqu'un qu'on ne pourra plus arrêter, mais on ne va pas l'arrêter par rapport à quoi? C'est ça la grande question. Parce qu'il se retrouve pratiquement en fin de mandat. On est à moins de 2 ans de son dernier mandat constitutionnel. Maintenant, quand on titre Patrice Talon l'inarrêtable, c'est à propos de quoi? Il est inarrêtable par rapport à quoi? C'est peut-être l'article que nous allons parcourir pour mieux cerner les différents aspects développés par le journal Le Béninois libéré. Et espérons qu'il n'y ait pas de controverse de toutes les façons. Roland Tonéikès. Alors vous allez me permettre quand même de rendre hommage à 2 confrères ce matin avant de répondre à votre question. Allez-y. Je voudrais d'abord rendre hommage à notre confrère Ahmed Pikadi qui est décédé jeudi dernier.
laissant sa femme et ses enfants en fin d'année. On a partagé un plateau jeudi dernier. Il disait qu'il allait se faire une sortie avec son épouse à partir du 2 janvier pour faire plaisir à son épouse. Mais imaginez qu'on finit le plateau la nuit, il fait une crise, il meurt. Donc, une pensée pour ce confrère et mes condoléances à sa famille. Ça fait de la peine que de savoir que des gens meurent comme ça. Il se plaint de sa situation ce jour-là et quelqu'un lui promettait de l'aider par rapport à un contact pour qu'il puisse trouver mieux. Il était très content le jour-là, mais dans la nuit, malheureusement, il a rendu l'âme. C'est beaucoup de peine pour nous. Deuxième confrère vers qui j'envoie les vibrations positives ce matin, c'est assez touchant que de savoir que Joël Yetonji, notre confrère qui avait fait Sika TV, a fait un accident le samedi dernier, une jambe amputée et la deuxième jambe en difficulté. Il se peut qu'on lui ampute la deuxième jambe également. C'est beaucoup de peine parce que quand vous savez... C'est une épreuve. Une épreuve dure, quand vous savez que les conditions dans lesquelles nous travaillons, nous souffrons dans ce pays parfois, et que vous avez ces situations, c'est difficile. Et imaginez, on dit, on n'a pas encore les preuves de confirmer, mais il pourrait qu'il a fait l'accident. Ils ont appelé l'ambulance, il est resté là 2 heures durant, avant que l'ambulance revienne le chercher. Il a fait l'accident avec un gros porteur. Vous imaginez la douleur de ça. Et là, des journalistes sans assurance, sans prise en charge médicale, c'est difficile. Nous lui envoyons toutes nos pensées positives et que Dieu l'aide dans cette épreuve, aide sa famille dans cette épreuve et que Dieu continue de veiller sur le reste des journalistes parce qu'en cette année 2024, on en a perdu tellement de journalistes. Ça fait peur au quotidien quand on prend la route pour venir au boulot. Alors pour vous répondre à votre question, oui, Béninois libéré écrit Patrice Talon, l'inarrêtable. Je crois que Hugues Zogo a planté le décor. Inarrêtable par rapport à quoi? Inarrêtable pourquoi? Même si on pense qu'il est inarrêtable, la Constitution lui fait obligation de s'arrêter en 2026. Même si on pense qu'il est inarrêtable quand même, il y a le seul créateur, Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui peut arrêter. Je crois que nous devons éviter de verser dans ces titres-là, qui à la limite peuvent continuer à mettre en colère les Béninois. Parce que Hugues l'a rappelé, quand on regarde le temps de fermeté du chef de l'État, à la fin de son discours, attention, c'est le premier citoyen béninois qui a parlé. Et quand le premier citoyen parle, ça doit rassurer, ça doit apaiser les cœurs. Ça doit donner de l'espoir. Ça doit donner de la joie. Oui, j'ai aimé la posture du chef de l'État. Durant son discours, il a gardé le sourire quand même. Ça rassure quand un chef sourit. Mais le ton final, en réalité, sème le doute dans le cœur des Béninois. Partira-t-il ou partira-t-il pas? Qu'est-ce qu'il nous prévoit encore quand il parle comme ça? Rien ne nous fera reculer. Attention. Passé honteux, qui sont les acteurs, les véritables acteurs du passé honteux que nous décrions aujourd'hui. Nous sommes tous coupables, à bien des égards. Juste peut-être, nous sommes coupables en ce sens que, journalistes que nous étions à l'époque, nous n'avions pas de gêne à aller voir les ministres pour prendre de l'argent, aller faire dire le contraire de ce qui se passe sur le terrain, quand il y a les grands travaux, et les travaux sont mal exécutés, mais nous, journalistes, nous mettons la une que c'est très bien fait, nous encensons les autorités. Hier, peut-être, passé honteux dont nous parlons, nous avons proposé à des présidents de nommer des gens ministres. Les quelques acteurs dont nous parlons sont encore là. Le passé honteux, c'est qui? C'est celui qui peut-être nous a montré du pétrole dans une bouteille de sérum. Il est où aujourd'hui? Le passé honteux, c'est l'argent de l'eau et les gens continuent de prendre de l'eau. J'étais dans un village ce week-end au Bénin ici, à moins de 100 km de Cotonou. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens continuaient de prendre de l'eau dans des puits. Et quand vous voyez l'environnement, c'est sale, c'est pas propre. Ça, c'est notre passé. Et c'est nous tous qui avons été coupables. Nous sommes tous co-auteurs du passé honteux. Alors, j'estime que oui, le chef a parlé, mais il revient à chacun de nous de travailler à calmer les Béninois. Parce que à cette allure,
les gens, c'est-à-dire ça en rajoute à la souffrance des populations. C'est à croire que... Écoutez, j'ai parlé de Joël Etonji, le chef de l'État a eu beaucoup de fierté, a cité, en tout cas a parlé des prouesses dans le secteur de la santé, en parlant des hôpitaux qui sont nouvellement inaugurés. Mais quand on sait que quelqu'un fait un accident, avant que même les sapeurs-pompiers ne viennent ou bien que l'ambulance ne vienne, ça prend du temps, est-ce que véritablement ça répond? Ça ne répond pas. Alors, moi, je crois qu'au-delà de tout, j'apprécie ce que le gouvernement a fait à bien des égards, dans bien des domaines. Il faut avouer que le gouvernement a fait des efforts. Mais il n'en demeure pas moins que les problèmes des citoyens continuent. Et donc, le chef devrait revoir sa posture. Il y a un journal qui a écrit ce matin, Louis Vlavonou, griot ou deuxième personnalité du pays. On va sans doute y revenir. Oui. Donc, pour vous dire que, en réalité, ce sont ces acteurs-là qui parfois amènent le chef à avoir certaines postures. Parce que si les acteurs arrivaient à jouer leur rôle convenablement, ça pouvait permettre au chef de se remettre continuellement en cause et de se poser des questions, de savoir quoi faire et quoi dire à des moments donnés. Mais quand il y a des acteurs qui à la limite le déifient, il va peut-être faire des erreurs de discours. Hugues Zogo. Oui, je pense quand même qu'on va revenir en profondeur un peu plus sur le contenu du chef de l'État par rapport à ce titre du Béninois libéré qui parle de Patrice Talon, l'inarrêtable. Vous savez, en fin de discours, le chef de l'État, il disait exactement ceci. Fini cette usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. C'est des mots assez forts qui sont quand même lancés à l'égard de la classe politique. Et la classe politique, c'est à la fois la mouvance et l'opposition. Et quand vous regardez ou quand vous parcourez, je vais dire, ne serait-ce que cette seule phrase-là, vous posez la question de savoir où est le sens de l'éthique et de la morale dans ce qui a été dit par le chef de l'État. Et non seulement le chef de l'État laisse ces mots-là sur la classe politique de notre pays, mais il le fait avec un ton très ferme. À la limite, une menace. Moi, je me pose la question de savoir, mais... Et j'ai vu des gens à l'Assemblée nationale applaudir. Pendant un bon moment. Ils ont applaudi la représentation nationale. Beaucoup au niveau de cette représentation nationale en face du chef de l'État. Alors que ce sont ces mêmes hommes politiques qui l'entourent aujourd'hui dans la gestion. Évidemment, ce sont ces mêmes acteurs-là. C'est comme si je viens sur ce plateau ce matin, Carole, et puis je vous adresse des mots assez forts qui, en réalité, ne reflètent pas forcément qui vous êtes. Et au même moment, vous commencez par m'applaudir. Ça fait une sorte d'ironie. Je me demande si ceux qui ont applaudi là, ils ont bien écouté le chef de l'État. Parce que le chef de l'État parle de personnes, il dit des vendeurs d'illusions incompétents. Des vendeurs d'illusions incompétents. C'est des mots très forts. Si on est arrivé depuis 90 où nous avons ouvert je vais dire, le régime démocratique dans notre pays, en 2024, on se retrouve à traiter des acteurs de la classe politique de notre pays, de vendeurs d'illusions incompétents, ça pose un véritable problème. Parce qu'en fait, ce sont la plupart de ces acteurs politiques-là qui mettent en œuvre ce que nous appelons la politique de gouvernance dans un pays. Si des acteurs qui doivent mettre en œuvre la gouvernance politique d'un pays sont des vendeurs d'illusions incompétents, ça veut dire que tout le pays est un pays incompétent. Appelons chien, chien, chat, chat. Ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit que tout de suite on va commencer par applaudir. Et on a applaudi où? À l'Assemblée nationale, qui se retrouve être un haut lieu de débat politique. Moi, ça m'a trop gêné en tant que citoyen béninois. Je me suis dit, mais qui sont ceux qui applaudissent là? Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'applaudir? Parce qu'en se comportant de cette façon, nous laissons entrevoir au niveau des populations qu'il y a effectivement un malaise au sein de notre classe politique. Le chef de l'État peut ne pas être d'accord avec la classe politique. Il y a des acteurs politiques qui peuvent ne pas être d'accord avec le chef de l'État. Mais nous sommes dans un régime démocratique. C'est la chose la plus normale possible. La liberté de la pensée. Il y a la liberté de la pensée d'expression. Et la liberté d'expression. Nous sommes dans un régime démocratique.
Le jour où nous allons changer de régime et nous voudrions ne plus nous retrouver à appliquer les règles démocratiques, nous allons encore nous rasseoir et dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie et par conséquent, voici comment est-ce que les choses doivent se passer. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et quand le chef de l'État sort ces mots, des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés, c'est des mots très forts. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas au point où le chef de l'État ait pu sortir ces mots-là. Il parle de l'usurpation du pouvoir politique. À quel moment peut-on dire que quelqu'un est en train d'usurper quelque chose? Vous usurpez quand vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas. Mais des gens se sont déclarés acteurs de la mouvance. Il y en a qui se sont déclarés acteurs de l'opposition. Et c'est des tests de la République qui leur donnent le droit de pouvoir le faire. Mais pourquoi on parle d'usurpation du pouvoir politique? Est-ce à dire que nous ne devions plus avoir des acteurs politiques dans notre pays? Est-ce à dire que... Oui, c'est des questions que moi je me pose. Parce qu'on parle de l'usurpation du pouvoir politique. Nous avons le pouvoir politique. Il faut forcément qu'il y ait des acteurs qui jouent convenablement le rôle politique. Et pourquoi le chef de l'État nous parle d'usurpateur du pouvoir politique? Moi, honnêtement, j'ai été très peiné de ces 2-3 dernières minutes du message du chef de l'État. Je vous assure que j'étais si fier en l'écoutant. Sans rentrer. Du début jusqu'à... Parce qu'il faisait le point au début des actions du gouvernement. J'étais très sidéré. Quand déjà, je dis, la première note que le chef de l'État a pu partager, c'est une note d'insatisfaction et elle est relative au dossier du terrorisme. Où il a démontré que nous avons réussi sur tous les plans. Mais sauf sur ce plan-là, il reste beaucoup à faire. Exactement. Donc quand un chef d'État commence son discours devant la représentation nationale et commence par une note d'insatisfaction, pour moi, ça devrait signifier que le chef de l'État, il est humble dans sa posture. Il se dit, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore suffisamment de choses à corriger, en l'occurrence sur le domaine relatif à l'insécurité. Et là, il lance un message à l'endroit de tous les concitoyens, parce que nous devons coproduire la sécurité, comme on le dit. Les ennemis de la nation, généralement, on se retrouve dans une maison et ils passent la nuit quelque part. Donc, si je sais, par exemple... Il faut la collaboration des populations. Il faut la collaboration des populations. Il faut que les populations puissent dénoncer et dire « Ah, attention, dans notre quartier, on a découvert tel individu qui ne s'y retrouvait pas et tel qu'on le voit là, c'est une personne suspecte. » La police se charge du reste. Exactement. La police va se charger du reste. Donc, quand le chef de l'État commence son discours par une note d'insatisfaction, de cette façon-là, on se dit bravo. Voilà un chef d'État qui est assez ouvert, qui comprend la posture que ces populations attendent de lui. Et puis après, il commence par nous parler de nos prouesses. Il nous parle de combien le Bénin est devenu aujourd'hui 5e en termes de réseau routier, la réalisation d'infrastructures routières. Comment est-ce que le Bénin est devenu 5e sur le plan Il y avait également la santé qu'il a abordé. Le domaine de la santé, où on a construit quand même plusieurs infrastructures sanitaires. Il y a le CHIC qui n'est pas encore ouvert, mais ça fait aujourd'hui une fierté de notre pays. On parle des cités administratives, que ce soit ministérielles et même départementales, qui sont devenues des réalités. Tout ça, c'est de très bonnes notes. Et en tant que Béninois, il n'y a pas de raison à ce que vous ne puissiez pas manifester une certaine fierté. Quand on prend par exemple le domaine du tourisme, on a aujourd'hui les 25 destinations prisées dans le monde entier. Notre pays fait partie. Quel Béninois ne doit pas se retrouver quand même fier par rapport à un gouvernement qui a donné autant? Mais quand le chef de l'État, après avoir partagé tout ça, pour nous mettre dans une posture de citoyen béninois, sois fier de ton pays, sois fier de ce qu'on a pu faire de ton pays en intervalle de 8 ans, et que le ton change, le regard change, une certaine fermeté. Je dis, mais non. On dit, la devise de notre pays nous parle de la fraternité. C'est la première valeur de la devise de notre pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Sur le fronton de notre République, la première devise parle de la fraternité. Nous sommes frères après tout. Quoi qu'il advienne, la politique ne viendra pas nous diviser. Nous demeurons frères. Patrice Talon va partir un jour. Il laissera le Bénin. Et c'est des frères béninois qui vont encore se retrouver là. Mais pourquoi traiter la classe politique de vendeurs d'illusions incompétents et de personnes mal intentionnées? Moi, honnêtement, en tant que citoyen, ça m'a un peu frustré. Je trouve que cette note-là n'aurait pas dû être laissée dans le discours du chef de l'État. Et c'est en cela que je me demande parfois les cadres de la République, à quoi sont-ils vraiment utiles? Parce que le chef de l'État peut bien avoir l'intention de manifester son mécontentement par rapport à la classe politique. Mais le dire autrement, pas à travers ces mots. Exactement, le dire autrement. Donc la plume du président de la République aurait dû penser à ces extraits-là pour dire, Monsieur le Président de la République, vous avez entièrement raison. Au niveau de notre classe politique, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais vous-même, le président même l'a dit. Il dit, en tant que citoyen, vous attendez à ce qu'il y ait d'amélioration dans tous les secteurs. Mais n'oubliez pas que nous venons de si loin. Le discours du chef de l'État même l'a dit. Si lui-même il a reconnu que nous venons de si loin, pourquoi ne veut-il pas mettre de bémol dans ces mots par rapport à la classe politique? Nous venons de si loin aussi avec cette classe politique-là. C'est avec cette même classe politique-là que nous avons vu tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais pourquoi, du jour au lendemain, on veut mettre une sorte de rupture? Aujourd'hui, on vous dira, oui, c'est la rupture. Je suis entièrement d'accord. Mais ceux qui entourent le chef de l'État aujourd'hui, c'est des gens qui ont travaillé avec le président Boliaï. Il y en a même qui ont travaillé avec Mathieu Kérékou, le régime Kérékou II, au niveau de l'après-conférence nationale. Donc, quand les populations voient ça, quel est le sentiment que vous voulez que ces populations nourrissent? On va à un moment donné penser que les mots qui sont adressés, que ces mots en réalité sont adressés exclusivement à l'endroit de la classe politique opposante. C'est ça qu'on va éviter. Parce que ceux qui entourent le chef de l'État aujourd'hui, il y a beaucoup qui occupent... Justement, ce n'est que les mouvanciers qui peuvent applaudir à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est bien d'applaudir ces mots-là? Le chef de l'État, après avoir fait sortir ces mots aussi forts, j'aurais été à la place des mouvanciers que j'aurais manqué d'applaudir. Et moi, j'ai vu des mouvanciers qui sont restés à l'Assemblée nationale ce jour-là et qui n'ont pas applaudi. Parce qu'ils ont trouvé sans doute que le chef de l'État est allé très fort. Ceux qui ont peut-être compris le sens des mots. Ils ont compris le sens des mots. Roland Tonné-Ikes, partagez-vous l'avis de Hugues Hector Zogo? Mais je suis quand même fier de lui ce matin. Très fier. Très fier de lui ce matin. Pas que je n'étais jamais fier de lui, hein. J'ai toujours été fier de lui. C'est un journaliste compétent que je respecte. Il a son parcours et quand on regarde les journalistes qui ont un parcours bénin, quand même, il fait partie de ces élites. Mais ce matin, je suis davantage fier de lui. Et il continue toujours de donner. Oui, ce matin, je suis davantage fier de lui. Pourquoi je le dis? Je prends l'expression vendeur d'illusion. Qui vend l'illusion? Je ne voulais pas parler de certains acteurs ce matin parce que président de parti politique, on me dira après qu'il y a du mépris. Mais pas du mépris. Ceux qui nous ont fait mercredi rouge et qui nous ont promis que ça allait changer, que les choses allaient être faites autrement, sont où? On a vu les mêmes problèmes répétés, dénoncés hier, sont d'actualité aujourd'hui. Mais les acteurs là ne parlent pas. Vendeurs d'illusion. Qui vend l'illusion au peuple béninois? Ce n'est pas Laurent Tonné-Ikes qui a promis au peuple béninois qu'il fera 5 ans et qui est en train de faire son second mandat. Ce n'est pas Laurent Tonné-Ikes. Parce qu'à un moment donné, a priori, les Béninois d'abord croyaient en 5 ans. Avant que 2021 n'en arrive et qu'on nous dise, oui, bon, le peuple a appelé à faire un deuxième mandat. Si on doit tenir compte du vendeur d'illusion, toute la classe politique est alors vendeur d'illusion. On ne saurait traiter un camp de vendeurs d'illusion. On ne saurait traiter une partie de la classe politique de vendeurs d'illusion. Incompétents. Les vrais incompétents, c'est qui? Les vrais incompétents, c'est toute la classe politique. Il n'y a pas de camp à part. Parce que hier, nous avons été co-auteurs de ce qui s'est passé. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous avons tous profité du système par le passé, où nous avions les gros marchés, où nous avions les grandes opportunités. Et c'est nous qui aidions les chefs d'État à prendre les décisions. Nous sommes tous incompétents.
parce que nous avons contribué à ce qui est arrivé. Hugues l'a dit, hein, je vois certains acteurs applaudir. Ils applaudissent leur incompétence. C'est triste. Parce que quand le chef dit ça, première question, suis-je incompétent à ce point? Je suis représentant du peuple. Représentant du peuple. Acteur politique. Alors, ça veut dire que quoi? Le chef est en train de leur dire, vous n'êtes pas assez mature. En griffe, c'est à croire que le chef est le seul omniscient, omnipotent. Mais je continue de dire, tout pouvoir revient à Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Il peut donner le pouvoir au plus méchant ou au plus faible, Il sait la mission qu'il veut accomplir. Et donc, au-delà de tout, nous devons quand même faire preuve d'humilité et nous rappeler que notre souffle ne nous appartient pas. En tout cas, le fait que je me réveille ce matin pour respirer encore, ça ne m'appartient pas. J'ai parlé de Picardie avec un plateau partagé, fait une émission le mercredi, le jeudi, pardon, jusqu'à 18h, on était ensemble. On s'est promis des choses et dans la nuit, là, qui l'eût cru. On dit, jusqu'à le jeudi où le chef faisait son discours, le vendredi, pardon, le chef faisait son discours, il a fait un reportage. Et c'est le samedi qu'il fait l'incident. Donc, je voudrais appeler tous les acteurs politiques, à quel niveau qu'ils se situent aujourd'hui, ce matin, et qui me suivront et qui me traiteront de tous les noms. Dieu est le seul suprême. Nul n'est éternel et nul n'est omnipotent. Peut-être on peut avoir l'impression d'être omnipotent pour un temps ou omniscient pour un temps. Mais il y a toujours le grand maître qui décide au dernier moment. J'en ai fini. Hugues, pensez-vous que le peuple béninois a également applaudi ce discours? Oui, le peuple béninois a été fier du message passé par le chef de l'État. Comme je l'ai dit, jusqu'à l'instant où le chef de l'État a prononcé le mot « fini ». À partir de ce moment-là, je suis sûr que la quasi-totalité de nos compatriotes ne s'est pas retrouvée dans ces mots qui ont été partagés. Parce que c'est des mots très forts. En fait, le chef de l'État aurait pu prononcer ces mots dans un marché, que ça n'aurait pas retenti de la même manière. Oui. Nous sommes ici dans un devoir constitutionnel. C'est la Constitution qui fait obligation au chef de l'État, à partir de l'article 72 de notre loi fondamentale, de présenter un discours sur l'état de la nation. Mais si vous permettez, j'ai été très fier de voir certains acteurs de la mouvance, très proche du chef de l'État, quand il a dit ça, ils n'ont pas applaudi. Oui, c'est ce que je dis. Allez revoir les images. Bien sûr. C'était proche, hein, et vous allez voir que l'expression du visage a changé. Ça, je ne vais pas citer de nom, mais je pourrais dire à ces personnes, oui, vous avez été digne. C'est vrai. C'est très important. En fait, donc, si c'était des propos tenus au marché lors d'une sortie, d'une balade du chef de l'État, parce que c'est des choses qui arrivent. Le chef de l'État a l'habitude, par exemple, de se retrouver sur des festivals. Il aurait pu prononcer ces mots, que ça n'aurait pas retenu l'attention. Mais il a prononcé ces mots dans un environnement où c'est la Constitution qui lui fait obligation de se retrouver devant l'Assemblée nationale. Et c'est à une tribune officielle. C'est comme le chef de l'État qui s'est retrouvé en Europe et qui parlait de l'incompétence. Tout à fait. Des cadres. Un désert de compétences. Un désert de compétences. Un désert de compétences. Mais c'est ce désert de compétences-là qui a permis à ce que nous ayons les routes qui sont en train d'être réalisées aujourd'hui. Ne l'oublions pas. C'est ce désert de compétences-là qui nous a permis d'avoir le chic qu'on a en place aujourd'hui. C'est ce désert de compétences-là qui a permis de qualifier notre pays parmi les 25 destinations les plus prisées. On vous dira que c'est les experts qu'on a commis à la tâche qui ont fait ce travail. Des experts
On n'a pas que des expatriés. Est-ce que c'est des experts qui sont Moi, je n'ai pas des routes? expatriés qui sont venus construire tout ce qu'on est en train de construire là. C'est des Béninois qui sont travaillent sur le terrain. On peut Donc, à un moment donné, il faudrait que nous puissions... Moi, je ne savais pas. Non, c'est des Béninois. J'ai appris que... Moi, pour moi, c'est que même les manœuvres, c'est les gens qui Non, ce n'est pas des expatriés. Devant votre... Quand ils vont les ouvrir, je ne sais pas si c'est des Béninois. C'est des Béninois qui sont en train... Non, pour moi, c'est que c'est des Béninois qui sont en train de le faire. Peut-être c'est des Togolais qui sont là depuis des années. Non, ce n'est pas des Togolais, c'est des Béninois qui sont en train de le faire. Tout le résultat que le chef de l'État... Tout le résultat... Moi, je ne savais pas que c'était des Béninois. Je suis sincère, tout le résultat que le chef de l'État est en train de nous présenter aujourd'hui, c'est des Béninois qui lui ont permis d'avoir ce résultat-là. Ces Béninois ne sont pas des incompétents. C'est des mots qui sont très forts qu'on ne doit pas permettre qu'on continue d'adresser vis-à-vis de notre classe politique ou de notre pays. On peut être d'accord qu'il y a à des moments donnés des incompréhensions politiques. C'est des choses qui arrivent. Même les États-Unis d'Amérique. Des gens ne s'entendent pas. Et pourtant, vous savez à quel point ceux-là travaillent pour que la démocratie puisse être une réalité chez eux. Mais il y a ce qu'on appelle le respect du vis-à-vis. Moi, je trouve quand même que c'est des mots très forts que le chef de l'État a utilisés à une tribune officielle qui n'aurait pas dû. Et c'est pourquoi je dis, nos cadres aussi doivent faire très attention. La plume du président de la République, ne devrait pas permettre à ce que ces mots-là soient retenus dans le discours du chef de l'État. Parce que quand vous suivez très bien... Après tout, c'est le chef de l'État, peut-être qu'on lui a dit. Le chef de l'État, il y a aussi un protocole que le chef de l'État doit respecter. Quand le protocole ne vous permet pas de sortir certains mots en tant que chef d'État, le protocole vous fait obligation. Mais quand la Constitution a demandé au chef de l'État de se retrouver devant la représentation nationale pour le discours sur l'état de la nation, le chef de l'État n'a pas décidé de ne pas le faire. Au-delà de tout, ça fait 9 fois déjà que le chef de l'État est en train de se soumettre à cet exercice-là. Donc si le protocole dit au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, ces mots que vous utilisez vis-à-vis de vos compatriotes ne reflètent pas le premier pilier de la devise de notre République, qui est la fraternité. Je pense que le chef de l'État ne ferait pas mieux pour dire, bon, ok, d'accord, je comprends ce que vous dites, mais quel mot synonyme pourrait-on utiliser pour atténuer un peu? C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il y ait du bémol par rapport aux mots, parce que ces mots-là sont trop forts. Dans une tribune officielle, au niveau de l'Assemblée nationale, vis-à-vis de la classe politique, c'est des mots très forts. C'est comme si vous ne donnez pas le sentiment, c'est comme si vous ne donnez pas en fait le goût à la jeunesse, par exemple, de faire de la politique. Si vous trouvez que ceux qui se retrouvent aujourd'hui sont en train de faire de l'usurpation de pouvoir politique, c'est comme si vous ne leur donnez pas la possibilité d'aller vers la politique. C'est comme si la politique, c'était que du mauvais. On ne peut pas gérer un État sans faire de la politique. Maintenant, je crois aussi que si, par exemple, le chef de l'État ne parlait pas de l'opposition, et si, entre-temps, peut-être il parlait de son alter ego, à qui il a donné tout pouvoir, sans pouvoir officiel, je crois que s'il y a quelqu'un à qui on doit reprocher quelque chose, c'est encore lui, le chef de l'État. Donc, je pense sincèrement que nous devons juste rappeler le chef de l'État qu'il est le premier citoyen béninois et donc à de telles occasions, la communauté internationale nous suit. Imaginez comment les gens ont suivi ce discours de l'extérieur et comment... Quelle analyse peuvent faire ceux qui sont à l'international de ce discours? Quel impact cela pourrait avoir? Moi j'ai suivi beaucoup de compatriotes qui sont à l'extérieur. Il y avait beaucoup parmi eux qui m'ont dit clairement qu'ils sont assez déçus, assez choqués. Parce que si le chef finissait son discours sur les prouesses et puis les perspectives, on comprendrait. Mais les dernières minutes de son discours montrent clairement qu'en fait, c'est comme si on a badigeonné quelque chose et puis après on est venu passer de l'huile rouge là-dessus pour tâcher tout ce qu'on a fait. Et le chef, je crois que Hugues Etozugo ne me dira pas le contraire. Le vendredi avant le discours, je disais que le chef pourrait, à travers des mots, passer un message codé pour nous permettre de savoir quelle serait la suite à partir de 2026. Et aujourd'hui, quelle est la suite selon vous? Non, mais en suivant ce discours, ça veut dire qu'on doit se préparer à toutes les éventualités.
Quand le chef dit, nous, rien ne nous fera reculer, vous pensez que c'est à prendre à la légère comme une blague? Rien ne nous fera reculer. Vous pensez que c'est une blague? Cela suppose que tout le monde doit se préparer à toutes les éventualités. Et sachant que la classe politique que nous avons qu'on traite d'incompétente ou de vendeur d'illusions n'est pas aussi assez fiable pour nous rassurer de ce que... oui, donc ça suppose que... Rien ne nous fera reculer. Ça peut être peut-être la poursuite avec son dauphin. Écoutez, c'est pourquoi il dit... Pas forcément qu'il veuille vraiment rester au pouvoir. C'est pourquoi il dit, préparons-nous à toutes les éventualités. Je crois que c'était... Il dit éventualité, c'est-à-dire que tout peut arriver. Est-ce que vous saviez qu'on allait faire un deuxième mandat? Vous le saviez, vous pouvez savoir... Non, parce qu'il a promis faire de son mandat un mandat unique. Voilà. Et donc, parlant de morale également. Mais nous en sommes où aujourd'hui? C'est pourquoi il dit, je ne dis pas que forcément il va rester. Mais je dis, préparons-nous à tous les événements. Si vous aviez l'habitude, en fait, les trous de votre ceinture, là, vous avez tellement fini. Il faut aller voir un autre tumaker. Ils vont vous ouvrir d'autres petits trous là. Parce que vous allez davantage continuer à serrer la ceinture. Au nom du développement, nous devons continuer à nous battre, à serrer davantage la ceinture. Parce qu'en face, on a un chef qui ne veut pas reculer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du peuple béninois qui souffre, qui peine à joindre les deux bouts? Je crois que la population béninoise attendait plus le chef de l'État sur ces faits de société. Comment les conditions de vie des Béninois vont s'améliorer. Hier, si vous permettez, Hugues, hier, un confrère m'a écrit sur Facebook. J'ai répondu. Il m'a envoyé un message audio. C'est que si le temps permettait, je pourrais jouer, les gens vont écouter. Je ne dirai pas son nom. Il dit, j'ai perdu mon boulot. La situation s'empire pour moi. Au point où mon épouse est partie. J'ai mes enfants à charge. Mon enfant, le dernier, est malade depuis quelques jours. Et toute la nuit, il a chauffé. S'il te plaît, envoie-moi 700 ou 1000 francs. J'irai prendre du paracétamol à la pharmacie pour donner à mon enfant. Ce que je dis, c'est du concret. Et la personne dont il parle est là. Moi, j'avais de l'argent sur mon Momo, mais pas beaucoup d'argent. J'étais avec des aînés. Je leur ai fait partager le message. Écoutez ça. Ce que je pouvais envoyer, hier, j'ai envoyé par Momo. Sachant que aussi j'ai des problèmes, mais problèmes personnels dans ma famille. Forcément. Je parle de lui, je laisse. Je peux vous parler de 2, 3, 4, 5 cas. Des gens de ma génération qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je ne dis pas que Ahmed Picardi souffrait. Il travaillait. Mais il se recherchait ce mieux qu'il ne trouvait pas. Et c'est au détour de notre discussion jeudi qu'une bonne volonté lui disait « Je te ferai rencontrer telle personne pour améliorer ta situation, pour t'aider. » Il était très content. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. On devait lui présenter la personne le 28 décembre. Ça n'a pas été fait, il est mort. Le 19 décembre, dans la nuit. Vous imaginez comment les gens veulent vivre le minimum de bonheur, mais n'ont pas les moyens. Pendant que certains se l'octroient allègrement. Oui, mais la minorité est heureuse. Au détriment. Et pense que la majorité est heureuse. Il y en a, et ce qui est dommage, c'est que dans la minorité, il y a des gens qui sont nés avec cuillère en or dans la bouche. On peut les citer. En son temps, on va citer. Et qui pensent que, je voudrais raconter une histoire d'un pasteur dans un pays de l'Afrique centrale. Une dame est venue voir le pasteur, dit au pasteur, depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Je souffre. Je ne sais quoi faire. Le pasteur, lui, il est né dans une famille bourgeoise. Jamais il n'a manqué de nourriture, ne serait-ce qu'une seule fois dans une journée. Mais sa surprise était de dire, comment tu peux pas manger pendant 3 jours, tu es encore en vie?
Et pourtant, les gens ne mangent pas 5 jours, une semaine, ils sont en vie. Cela suppose que quoi? La minorité qui est née avec cuillère en or dans la bouche, quand vous leur parlez des problèmes de population, ils estiment que non, vous abusez. Et le drame, c'est les clébés, les jeunes, beaucoup incompétents, à qui on donne des miettes à la fin du mois, qui viennent de familles pauvres et qui aujourd'hui ne veulent pas reconnaître la douleur des populations. C'est très dangereux pour notre pays. Hugues Hector. Oui, je pense quand même que nous avons fait ce débat-là sur ce plateau. C'est une question de choix de gouvernance politique. Est-ce qu'il fallait travailler pour que les populations à la base puissent effectivement avoir le minimum, ou est-ce qu'il fallait travailler sur les indices qui permettent à notre pays sur le plan international d'être mieux apprécié? Et on peut quand même aisément se permettre de dire que le choix politique du président Patrice Talon, c'est de permettre à ce que l'international puisse effectivement mieux apprécier tout ce qui se passe. Pourquoi ne pas combiner les deux? En fait, c'est ce qui est difficile. On n'arrive pas à combiner les deux. C'est en fait là où c'est un peu complexe. Parce que là, soit vous travaillez avec les institutions de Bretton Woods et ces institutions ont déjà, je vais dire, leur canevas avec tout ce que ça implique, leur système, donc avec tout ce que ça implique, ou soit vous décidez du tout de ne pas travailler avec eux, et puis vous vous concentrez sur votre population. Vous vous concentrez sur votre population, voyez-vous. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a fait ce choix-là, c'est un choix de gouvernance, donc le Bénin l'accompagne, les populations l'accompagnent dans ce choix. Mais là où le drame se situe, c'est quand même cette minorité à laquelle fait allusion Laurent. Cette minorité-là qui pense qu'en réalité, c'est un acquis de gagner peut-être suffisamment de moyens parce qu'on occupe aujourd'hui un poste politique et que par conséquent, on peut narguer. C'est en fait ce que le Béninois n'aime pas. Le Béninois, ça ne lui pose absolument aucun souci de vous retrouver occuper même 3 à 4 postes et de bénéficier de plusieurs salaires. Mais ne commettez pas l'erreur de le narguer. Non. Dès que vous le narguez, il se dit, mais non. Il vous respecte. Parce qu'il sait que ce que vous faites là, c'est pour un temps. Peu importe ce que vous pensez, vous allez finir un jour et redescendre par toujours les marches de l'escalier qui vous ont permis de monter. Lui, il est convaincu de ça. Le Béninois a cette sagesse-là de dire... Cette patience. Oui, cette patience-là. Peu importe le temps que ça prendra, laissez-les. Mais ils vont redescendre un jour. Donc, il est patient. Mais c'est quand la personne se retrouve au sommet et commence par manquer de respect, par sortir certaines expressions, par... c'est-à-dire, la personne vient au quartier, par exemple, et on se retrouve dans un environnement où il faut peut-être saluer tout le monde et passer. Lui, il vient, il regarde tout le monde de haut et il passe. Le Béninois n'aime pas ça. C'est en fait la réalité. Sinon, le peuple béninois, c'est un peuple résilient. Ça aurait été d'autres peuples, je vous assure que la manière dont le chef de l'État, Patrice Talon, a travaillé avec nous depuis 2016, les gens auraient démissionné. Mais le peuple est resté effectivement résilient. Dans la douleur, on vous dit serrez les ceintures. Sans vous avoir prévenu que quand on serait élu, c'est pour que vous puissiez serrer les ceintures. Parce que, évidemment, vous n'avez pas eu la chance de lire le programme de société. Justement, c'est des promesses et ça n'engage que ceux qui y croient. Non, mais en réalité, les grands électeurs, qui en fait sont les amis du chef de l'État, eux, ils connaissent le programme de société. Ils connaissent le contenu. Donc, ils savent que si, effectivement, nous travaillons à ce que le président Patrice Talon soit élu, donc, qu'on veuille ou non, on sera obligé de serrer les ceintures. Eux, ils le savaient. Vous pensez qu'ils avaient vraiment compris ça? Non, ils le savaient, mais peut-être qu'ils étaient encore dans... Je ne pense pas qu'ils aient compris. Je pense qu'à un moment donné, on les a huilés nuitamment. Certains parmi eux ont pris leur part. Et donc, parce que nous savons très bien, quels acteurs politiques, combien sont-ils à véritablement lire les projets de société des candidats? Bon. C'est-à-dire, leur problème, c'est, s'il vient là, est-ce qu'il peut trouver pour mon compte? C'est tout. C'est aussi vrai. Dès lors que la réponse est oui,
Ils sont prêts à s'engager, à renier même leur famille pour aller là-bas pour s'asseoir pour manger. Nous allons finir avec Vlavono qui est traité de griot du chef de l'État ou deuxième personnalité de la République. J'insiste sur le fait que M. Louis Vlavono est la deuxième personnalité. Béounou, il faut préciser ça. Bon, il aime ça. Louis Béounou Vlavono, c'est la deuxième personnalité de l'État béninois. Et c'est la loi constitutionnelle qui le lui concède. Il s'est retrouvé à occuper déjà le poste de président de l'Assemblée nationale pour la mandature finissante. Il a eu la chance de voir renouveler son mandat. Donc, les députés à l'Assemblée nationale lui ont fait confiance. Et ça, c'est une note de satisfaction. Maintenant, je pense que c'est le journal Le Patriote oui. qui a titré pour savoir est-ce qu'il est dans la posture de griot ou est-ce qu'il est dans la posture de deuxième personnalité de l'État. Voyez-vous, c'est des erreurs dont on parle bien souvent. Et ça aussi, c'est le protocole. C'est le protocole d'État qui aurait pu aider le président de l'Assemblée nationale par rapport à sa mission. Pour qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui avec un journal qui est titré ce que nous avons lu là. Le journal pose une question. Oui, le journal a posé une question parce que le journal a bien raison de poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas revenir sur les mots. Mais quand le président de l'Assemblée nationale a pris la parole vendredi dernier pour introduire l'arrivée du président de la République, les mots qu'il a utilisés, c'est des mots qui prêtent à confusion. Posez-vous la question de savoir si c'était un opposant qui était au perchoir, s'il aurait eu le courage d'utiliser ces mots-là. Le président de l'Assemblée, il est neutre, c'est une figure neutre. Le jour où le président de la République vient à l'Assemblée nationale pour jouer son rôle constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale se retrouve dans une démarche impartiale. Il n'est pas partisan. Les mots qui ont été utilisés par le président de l'Assemblée nationale, c'est des mots partisans. Parce qu'il a rappelé que c'est un cadre, un très proche collaborateur. Il a dit, la vidéo est là, vous pouvez regarder les archives. Il dit, c'est un très proche collaborateur au chef de l'État qu'il a traité de ci, de ça. Et il a fait la litanie. Un président de l'Assemblée nationale n'a pas à se retrouver dans cette posture-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que nous sommes dans un régime démocratique. En fait, parfois je me dis, ce sont les mouvanciers même qui donnent la possibilité aux populations de surfer sur certaines réalités qui n'auraient pas du tout existé. C'est-à-dire que l'activité officielle du vendredi dernier ne devrait pas nous laisser voir ce triste scénario. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État. Vous n'avez pas à sortir en voulant introduire ou bien en voulant parler de l'arrivée du chef de l'État pour pouvoir lui souhaiter la bienvenue. Dans vos mots de bienvenue, vous n'avez pas à lui rappeler des mots utilisés par un proche collaborateur à lui en tant que président de la République et qui, en réalité, sont des mots qui ne font que vendre son mérite. Vous êtes dans l'action de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. C'est le contrôle de l'action du gouvernement. On vous dit, quelqu'un qui doit vous contrôler, c'est celui-là qui vient, en voulant vous donner la parole, vous encense. Qui commence par vous encenser. Mais quand ça se passe comme ça, les gens se disent, mais est-ce qu'on est en démocratie? La démocratie, c'est pas ça. Si vous avez l'intention de remercier le président de la République, vous auriez pu attendre la fin de son message sur l'état de la nation. Je crois que, Hugues Tozugo, j'ai quand même l'impression que vous êtes surpris. Est-ce que je suis moi, je ne suis pas surpris, parce que quand je vois un président de l'Assemblée nationale sur le terrain,
fait reddition de comptes, reddition de comptes dont a fait mention le chef de l'État dans son discours, je ne suis pas surpris de voir ce président de l'Assemblée nationale dans cette posture. Parce que je l'ai dit en son temps, quand ils ont fait la reddition de comptes et le président de l'Assemblée nationale était sur le terrain, il a dit les députés de la mouvance pouvaient se retrouver sur le terrain, mais pas le président de l'Assemblée nationale. Deuxième personnalité. Et on parle de séparation du pouvoir. D'ailleurs, au lendemain de la sulfureuse affaire tentative à la sûreté d'État, quand il y a eu session parlementaire, il est revenu dans son discours parlant de séparation de pouvoir. Mais quand il parle comme ça, y a-t-il véritablement séparation de pouvoir? J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui est en train d'encenser son bienfaiteur. Parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale par choix politique. Tout à fait. Et donc, et sachant très bien que quand il était président, premièrement président de l'Assemblée nationale, on sait les contextes dans lesquels il y a cette élection. Et donc, ce n'était pas gagné d'avance pour lui, c'était même peut-être pas rêvé pour lui, mais qu'il l'est. Et qu'on lui renouvelle son mandat, il est en train d'encenser son bienfaiteur. Seulement, je crois que si les gens doivent davantage continuer à travailler pour rassurer ce peuple, ils doivent quand même se mettre au-dessus de la mêlée, se départir des considérations politiques. Parce que ce que fait le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même assez... ça fait réfléchir les Béninois. Et ça sème le doute dans le cœur des Béninois pour dire, si le pouvoir exécutif fait les choses, des choses que nous apprécions, mais qu'il en arrive que le premier citoyen, le premier magistrat de la République en arrive à avoir des tons de fermeté avec des propos à remettre en cause, et que la deuxième personnalité continue de l'encenser dans ces conditions, sur qui est-ce que nous pouvons compter? Parce que l'Assemblée nationale, quand même, hein, qu'on le veuille ou non, hein, que vous ayez voté pour les députés de la mouvance de l'opposition, ils sont appelés les représentants du peuple. Si le premier patron, ou bien le premier des représentants du peuple, tient ce discours, que pouvons-nous espérer des autres représentants du peuple? Quand vous suivez le président de l'Assemblée nationale, pourra-t-il nous dire, la main sur le cœur, que lui, il est convaincu de toutes les actions menées par ce régime depuis 2016? Est-ce qu'il peut nous dire que tout est rose et que tout est bon? Parce que les mots utilisés parfois prêtent à confusion. Je vois un président de l'Assemblée nationale qui, la seule chose qu'il lui reste, c'est de canoniser le chef de l'État pour dire Saint Patrice Talon. La seule chose qui lui manque, et c'est bien dommage pour notre pays. Merci Roland Tonneikes. Merci Hugues Zogo pour ces lectures, ces diverses lectures du discours du chef de l'État.